il est tellement déçu de ne pas avoir mérité la confiance de ses parents parce que justement, ils peuvent pas résister, quoi. Tout est fait pour qu'ils y restent. C'est pas possible qu'on puisse avoir le temps passé. Il n'y a pas la même temporalité. On peut pas résister. Tout est fait pour qu'ils y restent. Et donc, même s'ils sont vraiment raisonnables, certains de nos adolescents, là, ils vont pas se rendre compte qu'ils sont restés 2 heures alors qu'on leur avait dit qu'un quart d'heure ou une demi-heure, quoi. Je passe environ 7h20 par jour sur mon téléphone. Moi, en consommation Twitter, c'est genre... Je sais pas, genre tout le temps, en fait. Je like, une photo que j'aime pas trop, je like quand même. Pour moi, c'est pas du vrai amour. Je m'en fous, je like. You got mail. T'es tellement conditionné dedans et des fois quand tu dors, quand tu poses des questions qui n'ont pas lieu d'être, tu te dis mais attends, mais est-ce que je peux me le faire? Attends, je peux le refaire. Bonjour et bonsoir, bienvenue sur cette deuxième partie de l'épisode sur les adolescents et leur rapport avec l'hyperconnexion. Dans le premier épisode, on a parlé des impacts de l'hyperconnexion sur les adolescents, sur la construction de leur identité, sur leur attention, sur leur humeur, sur leur sommeil et plein d'autres impacts encore, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et dans ce deuxième épisode, on va plutôt parler de l'éducation, de comment accompagner son ou ses adolescents en tant que parents. Quelles limites mettre, quel contrôle mettre, quel accompagnement, quel piège à éviter parfois par excès de bienveillance. De quelle manière est-ce que je peux accompagner, sensibiliser mon adolescent, comment je peux introduire ce sujet en famille pour pas qu'il devienne tabou ou problématique. Et pour ça, je vais vous donner 2 ressources. Tout d'abord, la suite de mon échange avec Christine Canard, donc son point de vue de psychologue chercheuse spécialiste du développement de l'adolescent. Et dans un deuxième temps, je vais échanger avec Axel Dessein, directrice du pôle éducation au numérique pour l'initiative Internet sans crainte, qui donc fournit des ressources gratuites aux familles, aux écoles, aux éducateurs, à toutes les personnes qui souhaiteraient sensibiliser les adolescents ou même se sensibiliser soi à cette problématique d'hyperconnexion. Et elle va nous parler donc des ressources qui sont proposées et nous donner quelques tips supplémentaires, quelques manières d'aborder cette problématique avec ces adolescents. Et voilà, et donc j'espère que vous sortirez de cet épisode avec plein de clés pour dialoguer et échanger avec vos adolescents, pour créer des événements en famille qui soient positifs, qui soient stimulants, qui soient agréables, et éviter de faire de l'hyperconnexion une source de conflit au sein de votre foyer. Commençons donc avec la suite de l'échange avec Christine Canard. Il y a vraiment des bons usages et des mauvais usages, quoi. Et Ouais. c'est pas évident, là, dans l'état actuel des choses et dans la liberté laissée à l'utilisation de ces outils. Du coup, c'est pas l'autonomie, puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas une vraie autonomie, mais en tout cas, dans le fait qu'il soit seul dans l'utilisation de ces outils, ça laisse la porte d'entrée à beaucoup de mauvais usages qui peuvent créer tous ces impacts négatifs sur l'adolescent. Donc c'est vrai que sensibiliser et rappeler quels sont les bons côtés et expliquer les mauvais, ça peut être déjà une première piste, effectivement. Oui, ben là, ce que je peux dire à tous les adultes qui vont m'entendre, des parents peut-être, Ouais. c'est que quand on parle de contrôle justement parental, ce qui est très important, le contrôle, alors qu'on a l'impression de parler d'interdit, d'une autorité qui est malveillante, alors que l'autorité a toujours été bienveillante quand elle permet de cadrer, de donner des limites, voilà, ou de donner certaines règles qui sont adéquates à l'âge de l'enfant et au développement de l'enfant, quoi, de l'adolescent. Quand on parle de contrôle parental au niveau du numérique, en fait, c'est un peu ce qu'il faut faire. C'est un contrôle comportemental. C'est-à-dire que oui, tu peux jouer à tel jeu, mais pas à tel autre. Oui, de telle heure à telle heure, mais pas à telle heure, pas juste avant le coucher. Pas au réveil le matin, par exemple. Alors, ce qui est très compliqué pour les adolescents, mais si on cadre pas comme ça, justement, il faut leur expliquer qu'au niveau cérébral, il y a une telle immaturité au niveau de tout ce qui est régulation et contrôle que, comme on peut pas s'auto-réguler, en tout cas, on peut, bien sûr, il y a toujours évidemment des éducations qui font que l'adolescent arrive à s'autoréguler, mais pour ceux pour qui ça va être très difficile, c'est très difficile de s'autoréguler parce que le cortex frontal donc est immature avant 13 ans, et puis la maturation se prolonge jusqu'à 25 ans. Donc, voilà. Donc quand on peut pas s'autoréguler, c'est le contrôle parental qui prévaut. Et ça, les parents, il faut qu'ils l'entendent parce qu'il y en a qui n'osent pas justement, qui ont peur du conflit, alors qu'ils sont déjà en conflit largement avec leurs ados et cet usage d'hyperconnexion, quoi. Ils ont peur de plus être aimés, ils ont peur d'être rejetés, d'être en opposition, enfin voilà. Et c'est dommage parce que c'est au contraire quelque chose qui va rassurer l'adolescent, parce qu'il sait très bien, l'adolescent, qu'il ne peut pas se contrôler. Et moi d'ailleurs, je commence toujours dans les classes à dire
allez, donnez-moi tous vos usages que vous faites sur les écrans, sur votre téléphone. Et là, on fait la liste de tout ce qui se fait sur les. J'y voyais. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ils me disent, ah ben ça veut dire qu'on peut pas s'en passer. Eh ben je dis moi c'est ça qui m'inquiète, c'est que tout est fait pour pas que pour y rester quoi. Tout est fait pour qu'on ne puisse plus s'en passer. Mais vous avez l'impression que c'est hyper important et que c'est vraiment mieux voilà d'avoir ça à portée de main. Mais derrière c'est des milliards qui se jouent quoi. Si tout est fait pour qu'on y reste, c'est parce qu'il y a de l'argent qui est gagné derrière toutes ces audiences en fait de téléphone. Donc déjà, il y en a qui l'entendent aussi et puis qui le comprennent dès qu'on dit que tous les grands des GAFAM là mettent pas leurs gamins dans les écoles où il y a des écrans, ne mettent jamais de tablette dans les mains de leurs tout petits. Et là, ils sont en train de dire ah bah alors mince, alors c'est quand même injuste ça. Ça veut dire qu'il y a des impacts négatifs quoi. C'est vrai que c'est du contrôle parental, c'est hyper important quand même quoi. Voilà. Bah, c'est une des questions que je m'étais notée justement. Est-ce que justement il faut aller vers du contrôle ou vers plutôt de l'explication? Mais d'après ce que vous dites, c'est complémentaire en fait, en Voilà. expliquant les tenants et les aboutissants et en contrôlant un petit peu, on trouve un juste milieu quoi. Maintenant je le comprends avec ce que vous venez de dire, mais au début ça me semblait un petit peu peut-être contre-productif dans le sens où il va y avoir peut-être un sentiment de rébellion ou de certains adolescents. Et c'est vrai aussi. Parce que le contrôle, même s'il est bienveillant de la part de l'adulte et qu'en plus il est très utile et très important, dans cette période de l'adolescence, évidemment que ça peut entraîner une certaine rébellion. Parce que ça va être vécu comme une intrusion et surtout un empêchement à leur autonomie, soi-disant, justement. Voilà, à leur quête d'autonomie. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre le contrôle comportemental qui va permettre d'autoriser des choses et d'en interdire d'autres. Voilà, ça c'est pour la santé. C'est comme, oui, je t'autorise à faire du vélo, mais tu mets le casque. Quoi. Je t'autorise à faire du ski, mais tu mets un casque. Voilà, je t'autorise à conduire, mais tu mets la ceinture. Je t'autorise à boire, parce qu'on sait très bien qu'il y en a qui pourraient pas s'en empêcher. Mais j'aimerais bien que tu saches combien de verres tu peux boire jusqu'à ne pas perdre le contrôle de toi, par exemple. Voilà. Vous voyez, chaque fois, parce que ce qu'il faut faire entendre aux parents, c'est que l'autorité, justement, c'est la même étymologie qu'autoriser. Donc quand on a cette fameuse autorité, pas dictature, autocratie, tout ça, là, l'autorité malveillante là, qui fait peur, quand on a une bonne autorité éducative, hein, voilà, c'est parce que justement on va autoriser certaines choses, donc autorité autorisée, autoriser certaines choses, et si on autorise certaines choses, ça veut dire qu'on en interdit d'autres. Sauf que les adolescents, ils ont toujours l'impression qu'on leur interdit tout. Quoi. Et ils en oublient ce qu'on autorise. Voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'il faudrait de temps en temps expliquer ce qu'on autorise et ce qu'on interdit et pour quelles raisons on autorise ou on interdit. Par contre, il y a un contrôle qui est vraiment malsain, qui est pas bien, mais qui est complètement humain par contre, hein, quand on éduque, c'est pas facile d'éduquer. C'est ce qu'on appelle en psychologie le contrôle psychologique, justement. Ça va être celui qui est autour de, bon, tu me fais plaisir, hein. Tu vas pas sur tes écrans quand tu rentres du boulot, de l'école. Ou on est bien d'accord, hein. Je te fais confiance. Alors je te fais confiance, on a tendance à le dire en pensant que ça peut rendre responsables les adolescents. Mais moi, je mets toujours en garde les parents parce que on peut pas faire confiance. Il est tellement déçu de ne pas avoir mérité la confiance de ses parents parce que justement, ils peuvent pas résister quoi. Tout est fait pour qu'ils y restent. C'est pas possible qu'on puisse savoir le temps passé. Il n'y a pas la même temporalité. On peut pas résister. Tout est fait pour qu'ils y restent. Et donc, même s'ils sont vraiment raisonnables, certains de nos adolescents, là, ils vont pas se rendre compte qu'ils sont restés 2 heures alors qu'on leur avait dit qu'un quart d'heure ou une demi-heure. Voilà. Donc, c'est dangereux de perdre la confiance, du coup, de son enfant ou de nous-mêmes en ayant ces discours-là, quoi, voilà. Et puis, oui, fais-moi plaisir, ou voilà, plus que les chantages affectifs qu'on peut avoir aussi, voilà, des choses qu'on peut avoir sans arrêt, on se rend pas compte, ça, c'est du contrôle psychologique et c'est pas bon pour la responsabilisation, justement, de l'adolescent, quoi. D'accord, c'est super important, je trouve, de savoir ça, effectivement, parce que on pourrait croire que c'est une manière bienveillante d'amener la chose, mais du coup, c'est contre-productif. Donc, super important de le rappeler, super. Bah, c'est surtout contre-productif parce que ça va créer un mal-être vraiment chez l'adolescent qui va se rendre compte qu'il a pas, ah mince, voilà, et oui, effectivement, il m'avait fait confiance et j'ai pas réussi, quoi. Et ça, c'est douloureux pour celui qui voudrait vraiment garder confiance, voilà, en ses parents et puis Ouais, bien que les sûr. parents gardent confiance en lui, quoi. Les adolescents, donc c'est la période de développement pour faire des adultes de demain. C'est quoi le risque si on laisse nos adolescents comme ça en libre utilisation, d'avoir des adultes qui vont être manqués d'empathie, de contact social humain face à face,
qui vont être déprimés? C'est quoi les risques pour les adultes de demain? On peut pas trop le savoir. Moi, j'ai l'impression que dans beaucoup de choses, en fait, quand on touche le fond, on pousse du pied et on remonte. Donc, il y a beaucoup de jeunes adultes qui ont réalisé ça quand même. Parce que les conséquences en fait de cette hyperconnexion, ça va être justement tout à coup de préférer vivre par procuration derrière cet écran plutôt que d'aller dans les interactions sociales. Donc un des critères, un des indices quand même de vraiment forte addiction, ça va être ça quand même, c'est la chute des notes scolaires, l'absentéisme même aussi, parce que je préfère être sur mon téléphone à la maison plutôt qu'à l'école où on m'interdit le téléphone. Les troubles anxieux-dépressifs, ça c'est sûr aussi, hein, voilà, parce que tout ce qui est de l'ordre de la comparaison sociale dont je parlais tout à l'heure, ça crée vraiment des troubles anxio-dépressifs. Le manque de sommeil et le décalage de phase, si on va plus à l'école le matin, eh ben, du coup, on est en train d'inverser son horloge biologique interne. Et donc, on se désynchronise totalement. Et là, ça crée des problèmes de santé, des problèmes d'humeur, tout ce qu'on veut. Là, je dramatise pas parce que c'est vrai, quoi, mais c'est vraiment sur ceux qui sont vraiment accros et addicts, quoi. Et donc, soit on est optimiste et on se dit, bon, allez, j'ai touché le fond et hop, je remonte à la surface et je vis différemment. Mais je suis pas sûr que ça puisse se faire quand même tout seul. C'est l'affaire de tous, quoi. Il faut vraiment que ce soit tous les adultes, éducateurs autour, famille, enseignants, en fait, tout le monde. Et même la société, parce que quand je vois parfois quand on me parle de ce qui se passe sur les séries ou les émissions là de télé où c'est toujours je sais pas moi de l'humour qui pour moi n'est pas de l'humour, enfin qui est toujours en train de critiquer tout ça, donc ça fait pas une génération d'adultes qu'on a envie d'avoir quand même, quoi. Pas citoyen au sens justement esprit critique et tout ça, mais heureusement qu'il y a beaucoup d'associations qui travaillent dans ce sens-là, heureusement qu'il y a des adolescents qui s'en rendent compte aussi, mais moi c'est vrai que comme je suis psychologue clinicienne, c'est comme tout ce qu'on entend autour des psychiatres, on ne voit que des gamins qui vont pas bien quand même, donc on peut pas dire que c'est la génération du futur, mais ça m'inquiète quand même. Enfin, je veux dire, dans la mesure où on voit bien autour de nous les adultes, même hein, au départ. Moi, j'ai 60 ans. Je veux dire, mes collègues, mes amis, et tout ça, au départ, ne vivaient pas. C'était pas la digital native, hein. Mais on voit bien que c'est la facilité. Hein. Dès qu'on est à un repas, on est pas. Ah, bah tu sais pas, on sait pas ce que ça veut dire. Paf, on écrit là. Ah, on sait pas les résultats de la primaire citoyenne. Bah on écrit là. On tape, on clique en un clic, on peut tout avoir. Donc c'est devenu aussi un objet incontournable pour de nombreux adultes aussi. Alors, ce qu'il faut regarder pour rassurer les parents, ce qu'il faut regarder, c'est si c'est une activité parmi tant d'autres, aucun problème. Si on continue justement à aller faire du sport, de la musique, de l'interaction sociale, en cours bien sûr et tout ça, enfin, apprendre autrement que par son téléphone, dans ces cas-là, c'est bon, c'est un support parmi tant d'autres. Ouais. Comme a été la télé quand la télé est arrivée dans les générations précédentes, quoi. Oui, c'est ça, c'est comme on disait, c'est les extrêmes, c'est si on va passer tout le temps sur Fortnite, tout le temps sur les réseaux sociaux, c'est là que ça devient problématique. Si on se diversifie, on revient à ce que vous disiez au début, on peut avoir un esprit critique, avoir plusieurs choses dedans et puis se construire en fonction de toutes ces choses. Donc effectivement, c'est un bon résumé. Est-ce qu'il y a des choses comme ça aussi, qu'en tant que parent, il faut surveiller des comportements qui pourraient changer de nos adolescents, qui peuvent être vraiment alarmants pour le coup, à l'inverse? Alors, justement, l'humeur, enfin, l'agressivité, la violence, ça aussi, c'est sûr. Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est aussi des comportements normaux de l'adolescent qui veut montrer qu'ils ne sont plus des enfants. Voilà, donc c'est vrai qu'ils vont vouloir s'affirmer, donc du coup, s'opposer à un parent qui nous interdit le téléphone, c'est aussi un comportement d'ado, comme on leur interdirait de sortir à l'époque, ou voilà, même s'il n'y avait pas d'écran, quoi. Donc c'est ce qui est compliqué. Mais moi, comme je dis toujours, je fais assez confiance quand même aux familles et aux parents de voir qu'il y a quand même il y a vraiment quelque chose qui a changé dans le comportement de son ado, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on peut le sentir, on peut en parler, et si on n'a pas envie d'en parler avec l'ado parce qu'il n'y a pas de communication avec l'ado, il faut en parler quand même avec d'autres, il faut chercher des médiateurs, il faut aller en consultation avec des psychologues justement pour adolescents à la limite. Parce que c'est sûr que le domaine social, le domaine scolaire, le domaine psychique, hein, voilà, on voit bien qu'ils sont soucieux, qu'ils ruminent, qu'ils s'endorment justement super mal le soir. Ça, c'est les ruminations aussi, hein, toutes ces pensées là, négatives ou tout ce qui s'est passé dans la journée, là, comme tout adulte hein, d'ailleurs, hein, ça retarde l'endormissement. Donc du coup, pour pas y penser, je me mets sur les écrans. Donc ça devient compliqué. Ensuite, il y a les maux de tête, les maux de ventre, les troubles du sommeil, tout ce qui peut y avoir de l'ordre de la somatisation aussi. Voilà. Ça, c'est des signes qui montrent que s'il y a plusieurs comportements
négatifs ou qui ont changé dans plusieurs domaines. Voilà. Là, ça peut être quand même quelque chose de l'ordre de l'ordre des écrans, parce que d'ailleurs, dans les communes, il y a des semaines de parentalité ou des semaines sans écran ou des parents qui osent enlever l'écran pendant au moins, même si c'est pas une semaine, c'est déjà 3-4 jours, ils voient tout de suite le changement de comportement de leur gamin, quoi, qui est moins agressif. Ça, on le voit même chez des gamins de 8 ans, hein. Moins Ouais, c'est agressif, instantané. voilà, intéressé, qui se met à faire des jeux de société enfin, qui va envie de faire des activités en famille, voilà. Ça, c'est vraiment des choses importantes à regarder, mais il faut tenir, hein, il faut être solide, hein, psychiquement pour accepter effectivement de tenir face à cette opposition qui peut être très très forte. Mais ça peut être, moi je trouve que ça peut être un argument après de dire, mais tu vois bien dans quel comportement ça te met là, Ouais. voilà. Quand on te dit ça et quand on fait ça, donc ça peut pas durer, c'est pas possible, quoi. Et le conflit ne peut pas être pire. Non, mais c'est intéressant justement de voir comment l'adolescent réagit quand il est privé de son téléphone et de pouvoir le confronter à un avant-après, montrer que c'est pas une fatalité non plus. Et on a parlé du coup de contrôle et tout ça. Est-ce que si on rentre dans le concret, est-ce qu'il y a un âge minimum selon vous pour donner un téléphone? Parce que là, comme on disait, il y a tellement un mouvement social, ils vont vouloir de plus en plus tôt, comme les copains, etc. Est-ce que selon vous, il y a un âge jusqu'auquel il faut résister en tant que parent avant d'offrir un smartphone? Ça va être vraiment en fonction des gamins, mais franchement, quand ils disent pas en dessous de 13 ans, c'est vrai que ça pourrait être déjà un bon âge. Bah, le smartphone, c'est sûr, parce que smartphone, c'est l'ouverture vers Internet. Il y a eu un avant et un après le smartphone, hein. C'est pas pareil d'avoir un petit téléphone là que les parents donnaient, surtout dans les familles monoparentales ou les familles divorcées là. Parce que donner un téléphone, alors bon, on s'en est passé pourtant pendant des années tous, hein, sans téléphone pour avertir le parent, mais bon, c'est pas grave. Moi, je juge jamais les parents, hein. Donc, un téléphone pour téléphoner pour dire il y a pas le bus, j'ai loupé le bus ou je sais pas quoi là, c'est pas pareil que d'avoir smartphone sur Internet où là ils ont accès à tout, quoi, et sans contrôle du tout, quoi. Voilà, sans contrôle. Ouais. Et ça, il vaudrait mieux attendre ou en tout cas voir si notre enfant est raisonnable, a cet esprit critique, sachant que c'est très difficile parce que c'est même carrément cortical, quoi, hein. C'est vraiment quelque chose de l'ordre du cerveau, cette immaturité d'autorégulation, là, quand même. Ouais. Donc, plus on peut résister, mieux c'est, hein. C'est bien, de toute Ouais. façon, sans être dans les téléphones, mais c'est à cause des téléphones aujourd'hui aussi que c'est empiré pour certaines adolescentes, là. À mon époque, il y avait aussi toujours ces histoires de maquillage, de vêtements, de marques vestimentaires et tout ça. Et il y en avait qui pouvaient me dire, mais regarde, tu te maquilles pas, toi, mais regarde, tu es toujours en survêt et en basket. Moi, je passais mon temps dans le sport. Donc, mais tu vas jamais avoir de petits copains. Enfin, ce qu'on entend aujourd'hui, on l'a toujours entendu, parce qu'il y en a qui donnaient beaucoup trop d'importance à ce regard d'autrui, puis il y en a d'autres, comme moi par exemple, voilà, qui ne donnaient pas d'importance. Donc si on voit que notre adolescent ou notre enfant est capable de résister à ce regard d'autrui, pourquoi pas. Mais malheureusement, très très vite, dès qu'ils vont être sur les réseaux, on le voit même avec des adultes qui sont sur WhatsApp, ah mais je t'ai envoyé une photo, t'as pas mis de commentaire, voilà. Et pourtant l'esprit critique il y est, ils sont raisonnables les adultes, hein, la majorité quand même. Voilà. Non, dès l'instant qu'on rentre dans ce système de réseau social, là, de mise en ligne de quelque chose et de commentaires, enfin de réception, émission, quoi, et bien là, quel que soit l'âge, on peut très bien tomber de nouveau dans cette addiction, quoi, enfin dans cet usage intensif, quoi. Donc plus on arrive à résister, mieux c'est. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, il faut accompagner par rapport aux craintes de l'adolescent quand même. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Et je parlais aussi avec des personnes qui sont déjà un petit peu, enfin des personnes qui ont des projets ou des sensibilisations à l'hyperconnexion, des associations, etc., et qui sont parents. Et c'est vrai qu'à chaque fois, du coup, il y a eu ce contrôle supplémentaire par rapport aux amis sur l'usage du téléphone, pas à table, dans certaines limites, etc. Et là, c'est des personnes qui ont maintenant des adolescents en fin d'adolescence, vers la 18-20 ans, et qui, voilà, avec ce recul, leur disent merci. Donc, Voilà, encore une fois, on peut se exactement. dire, voilà, ça peut être des moments de conflit un peu durs, mais là, pour le coup, j'ai eu que des témoignages, alors j'en ai pas eu beaucoup, mais en tout cas, ces parents qui ont fait cet effort-là parce qu'ils ont été sensibilisés plus Ouais. tôt, ont fait des adolescents qui en sont reconnaissants aujourd'hui et qui ont C'est ça, justement de meilleures capacités d'attention. c'est Il y en a ça. une, elle faisait un job d'été et son patron l'a rappelé en lui disant on vous réengage parce qu'on a remarqué que vous étiez pas sur votre téléphone. Et oui, Donc ça prouve bien que eh oui. voilà, il y a eu un décalage générationnel parce que elle a su être contrôlée voilà, au moment de l'adolescence. Non, mais on dit bien que en psychanalyse, il y a des auteurs qui vous disent que le conflit est nécessaire, hein.
justement pour apprendre à grandir, pour apprendre ce que ça veut dire être le cadre, voilà, mais voilà, pour apprendre à se développer dans des bonnes conditions, quoi. Et oui, on l'entend sans arrêt, hein. Merci pour dès qu'on a des jeunes adultes un peu avec le recul, quoi. Ouais, Même ça si, peut être même dur si ça a sur été le dur. moment. Ouais, même si ça a été dur, mais c'est dur pour les parents aussi. Et puis comme je dis aux parents, mais attendez, depuis qu'ils ont 9 mois ou 7 mois, pour ceux qui marchent à quatre pattes partout, là, vous leur dites non, hein. Non, Ouais. touche pas dans la terre des plantes, non, touche pas les plantes, non, touche pas les prises, non, touche pas les produits. Et ceux qui le font pas, d'ailleurs, vous savez, ceux qui enlèvent les médicaments, qui vont les mettre sur des étagères hautes, ceux qui enlèvent tout danger de l'enfant, c'est la belle au bois dormant, hein. On n'ose pas dire non à un gamin qui a besoin du cadre dès l'âge de 12 mois, par exemple, à 13 mois même, enfin, bon, dans la toute petite enfance, là. On n'ose pas dire non, on les protège de tout, on les surprotège de tout, en fait. Et puis le jour où la belle au bois dormant s'est retrouvée devant cet appareil, comment ça s'appelait déjà, là, pour faire la laine, là. Oui. Eh ben, elle s'est piquée parce qu'elle connaissait pas et on l'avait interdit voilà, c'est exactement ça. Donc plus on interdit ou en cachant les choses et en évitant le conflit, en évitant les contraintes, ou en étant tout permissif, au contraire, hein, plutôt que de tout interdire, en étant tout permissif parce qu'on a enlevé toutes les contraintes, ben, l'adolescent ou l'enfant, en tout cas en grandissant, il ne va pas s'adapter, s'accommoder du danger ou comprendre effectivement à quoi servent certains interdits du coup qui sont là pour sa sécurité, quoi. Super. Donc du coup, on a vu, voilà, en piste d'amélioration, ça va être du coup l'accompagnement, le contrôle parental et l'explication aussi des phénomènes d'hyperconnexion pour l'adolescent. Est-ce qu'il y a d'autres pistes, d'autres solutions pour accompagner son adolescent vers une meilleure gestion ou pour que l'adolescent lui-même prenne de bonnes habitudes? Est-ce que vous avez déjà exploré des pistes? Alors, non, mais en entendant explication, ça me fait penser qu'il faut que je dise un truc parce que j'entends trop des intervenants aussi dire il suffit du dialogue. Dialoguez avec vos ados et vous verrez, c'est faux. Alors c'est mieux, bien sûr. C'est évidemment mieux si on arrive à dialoguer. Mais moi, je déculpabilise tous les parents qui n'arrivent pas à dialoguer parce que d'abord, il y a des ados qui font tout pour qu'on puisse pas communiquer quand même. Je veux dire, c'est pas si facile que ça de dialoguer. Et même si on dialogue, l'adolescent, en fait, il y a des domaines pour lesquels les autres, les pères, là, vont être plus importants que la vie du parent. Donc, quand on veut un petit copain à tout prix, par exemple, même si on dialogue beaucoup dans sa famille sur toute autre chose, ou même sur la sexualité d'ailleurs, pourquoi pas, si on veut un petit copain à tout prix, on peut se faire avoir sur n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ça va passer avant, voilà. Donc, c'est dialoguer, certes, mais c'est aussi, voilà, être vigilant aussi. Alors, il ne faut pas aller regarder, il y a des parents qui ont envie d'aller voir tout le contenu des téléphones. Moi, je dis qu'il ne faut pas non plus regarder tout le contenu, évidemment, et puis sans en parler en plus à l'ado. Mais c'est vrai qu'être vigilant sur le contenu, on peut quand même s'autoriser à de temps en temps regarder ce sur quoi l'adolescent est. Parce que c'est comme quand, avant les téléphones, s'il nous disait, là, je sors ce soir, on n'allait pas le laisser partir sans savoir où, ni avec qui, ni quoi que ce soit. C'est ça le contrôle comportemental, quoi. Voilà. Donc, il ne faut pas s'empêcher de contrôler certaines choses, mais tout en dialoguant. Mais même si le dialogue est difficile, il faut continuer à parler parce que l'adolescent il entend même si on croit qu'il ne nous entend pas. Et même si le dialogue est facile, il ne faut pas croire qu'il va pas y avoir de problème. Il y a aussi des adolescents, moi, dans les lycées, là, qui me disent, de toute façon, mes parents, c'est pas grave, ils me laissent faire parce que je suis bonne à l'école. Et là, c'est pas bon non plus de mettre en balance quelque chose de l'ordre de la scolarité qui, bon, tant mieux, voilà. C'est un souci, effectivement, c'est une problématique, enfin, c'est ce qui est le plus important aux yeux de certains parents, quoi. Mais le mettre à balance avec un problème de santé. Parce que être sur ces écrans, ça crée tout ce qu'on a dit là, les problèmes d'attention, les problèmes de l'humeur, les problèmes de sommeil. Donc c'est un problème de santé, c'est donc un besoin que de contrôler le téléphone, alors que c'est pas un besoin que de contrôler la réussite et la performance académique. Ça c'est juste une envie que notre enfant réussisse ou voilà, ne soit pas en train de décrocher ou ait la meilleure belle vie possible ou je sais quoi. Voilà, c'est pas pareil. Les besoins, ils sont hyper importants à connaître, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter sur le sujet? D'aller en parler à des spécialistes de l'adolescent plutôt que parfois des médecins, des psychologues ou des psychiatres qui sont certes très bons dans leur domaine, mais qui ne vont pas faire le parallèle avec le développement normal de l'adolescent, quoi.
Je remercie Christine Canard pour tous ces beaux échanges, tous ces éclairages sur cette problématique et ses conseils pour les parents. Vous pouvez donc vous procurer son livre Le développement de l'adolescent ou même tenter d'avoir une consultation avec elle si vous vous sentez particulièrement débordé par cette problématique et que vous souhaitez avoir une consultation avec une thérapeute spécialiste du développement de l'adolescent. Je mettrai toutes les informations nécessaires en description de l'épisode. Et on va maintenant enchaîner avec l'échange avec Axel Dessin, qui est donc, je rappelle, directrice du pôle éducation au numérique pour l'initiative Internet sans crainte de l'entreprise Tralalaire, qui va nous parler des ressources qu'ils ont mis en place, qui sont accessibles gratuitement, et vous donner quelques clés supplémentaires pour ramener de manière concrète tous ces éléments vus précédemment avec Christine Canard dans votre foyer, comment échanger là-dessus avec votre adolescent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'est Internet sans crainte, à qui ça s'adresse et quels sont les objectifs derrière cette initiative ? Alors Internet sans crainte, c'est le programme national de sensibilisation des jeunes au numérique qui fait partie d'un programme plus gros qui s'appelle le Safer Internet, qui est porté par la Commission européenne. Et donc notre rôle, c'est surtout d'accompagner les jeunes dans leur vie numérique et les adultes qui sont autour des jeunes. Donc l'essentiel de nos actions, ce sont de proposer justement des outils. On est plutôt dans une approche très concrète pour les éducateurs, enseignants, animateurs qui sont auprès des jeunes pour pouvoir faire de la sensibilisation, mais aussi du côté des parents pour justement les aider à accompagner leurs enfants, à surtout soulever la discussion et pouvoir échanger avec eux sur ces sujets. Complètement. Justement, c'est aussi pour ça que je voulais vous parler, parce que j'ai l'impression que d'une manière générale, de toute façon, c'est pas un problème qui pourra se régler soit seul dans son coin, soit que les parents. J'ai l'impression que c'est sociétal. Il faudrait un peu que tout le monde s'y mette et que à la fois on ait des interventions à l'école, qu'on en parle dans le cadre de la famille et que les enfants soient vigilants et informés. Donc je trouve ça intéressant que vous ayez ces multicasquettes. Vous, du coup, vous avez vraiment des ressources adaptées à chaque... plutôt des ressources pour les parents et des ressources pour les établissements, ou est-ce que ça se mélange un peu ? Alors en fait, on a des ressources dédiées, mais on est effectivement dans cette démarche de coéducation. Comme vous l'évoquiez, le message que des enfants ou des jeunes peuvent entendre à l'école, au collège, au lycée, ou même quand ils sont dans un espace jeunesse de la ville, puisse être le même que celui qu'ils vont ensuite entendre à la maison. Donc on est plutôt dans une logique de proposer des supports pour pouvoir faire des ateliers de sensibilisation en classe ou dans les lieux périscolaires, et ensuite de proposer des outils qui vont être en continuité pour les parents, pour poursuivre la discussion, mais on a aussi des outils qui peuvent être pris complètement indépendamment de ce qui a pu être fait en classe pour aider à mettre en place de bonnes pratiques à la maison, par exemple. Ok, ça marche. Et donc récemment, vous avez sorti le programme Bienvenue les 6e, c'est ça ? Donc tout à fait adapté aux adolescents qui arrivent dans ce monde, dans cette autonomie numérique et qui sont un petit peu délaissés, parce qu'on entend plus parler des programmes d'enfants jusqu'à 3 ans, ensuite 9 ans et 12 ans. Mais c'est vrai qu'une fois adolescent, alors qu'il y a encore plein de risques, on n'a pas tant d'initiatives que ça. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler plus de Bienvenue les 6e ? Alors c'est vrai que on entend beaucoup de la part des parents que quand l'enfant rentre au collège, on a l'impression que c'est presque déjà trop tard, que le mal est fait, il est équipé, en plus il va être dans une autonomie où on n'a plus de levier, les messages vont pas passer, c'est cloisonné. Alors on voulait dire déjà que c'est pas vrai, qu'il est jamais trop tard pour accompagner, que cet accompagnement il est nécessaire parce que on veut lutter aussi contre le mythe du digital native, ce qui serait né avec le mode d'emploi intégral de ce qu'on peut faire ou ne pas faire dans le numérique en général et sur les réseaux sociaux en particulier. Et puis on a envie de prendre le contre-pied d'un hashtag malheureux qui avait été lancé à la rentrée de l'an dernier, le hashtag anti-2010 qui adressait les collégiens qui rentraient en 6e, avec tout un phénomène de harcèlement et de rejet sur les réseaux sociaux. C'était né d'ailleurs dans un jeu vidéo, ce hashtag, et ça s'était propagé par la suite. Et surtout, ça avait donné une vision assez négative et anxiogène du numérique dès la rentrée. Donc on avait envie de prendre le contre-pied
en disant plutôt un hashtag bienvenue les sixièmes, mais en pointant aussi le fait que oui, l'entrée en sixième est quand même un cap dans la vie de son enfant et aussi dans sa vie numérique, que ses usages vont s'amplifier, vont se diversifier avec peut-être des choses qui vont échapper aux parents. C'est important de le savoir, de le prendre en compte pour pouvoir les accompagner au mieux pour toute leur vie numérique pour la suite. Ouais, super, ok. Et du coup, concrètement, est-ce que vous avez des petits exemples de ce qu'on peut retrouver dans ces ressources Alors, qu'on pourrait Bienvenue mettre en les place? sixièmes, c'est d'abord une campagne de Ouais, sensibilisation, c'est-à-dire vraiment le fait d'attirer l'attention sur ce ouais, cap et l'importance de traiter 3 angles assez importants. Le fait que le smartphone va se généraliser, plus en autonomie, et qu'en équipant son enfant d'un smartphone avec Internet, on lui donne accès à tout Internet et que ça s'accompagne. Qu'en général, la vie sociale va pas mal évoluer sur les réseaux sociaux et d'être très invité, voire très incité à aller sur des réseaux sociaux alors qu'on n'a pas encore 13 ans, donc l'âge légal pour y être. Et puis aussi, on sait que l'entrée en sixième, on est le petit bleu, le petit bisu, et qu'on peut être victime de petites moqueries. Tant que c'est des taquineries, ça va, mais si on n'est pas vigilant, ça peut se transformer en harcèlement et en cyberharcèlement, et avec des situations plus dramatiques qui s'installent. Donc pour traiter ces sujets-là, on a eu l'idée de 2 kits en fait. Un kit collège pour permettre aux enseignants, il y a toute l'équipe éducative qui accompagne les jeunes, de faire un atelier de sensibilisation d'1 heure. Et le kit famille qui va être le pendant pour la famille pour pouvoir aborder ces sujets à la maison, regarder des vidéos ensemble qui vont permettre d'aborder ces sujets, transmettre les bons conseils, jusqu'à proposer ce qu'on appelle le mémo du collégien connecté, qui est une fiche synthétique qui rappelle 5 conseils clés et aussi les services et numéros à connaître pour la protection de sa vie numérique. Bah franchement, déjà, je trouve que ça donne envie. Enfin, je pense que pour les parents qui ont écouté peut-être les podcasts précédents avec les impacts et qui se sentaient démunis, ça donne quand même une première porte d'entrée pour pouvoir agir là-dessus et potentiellement aussi transmettre à leur établissement l'initiative s'ils sont pas au courant pour que ce soit mis en place. Donc oui, c'est plutôt des vidéos, des supports en fait pour générer la discussion et en parler ensemble, quoi, pour avoir déjà des exemples des bons usages et des problématiques. Voilà, on sait que les parents n'ont pas forcément et beaucoup de temps et surtout, on veut qu'ils se sentent décomplexés par rapport à ce sujet. Parfois, ils n'osent pas l'aborder avec leurs enfants parce que ils se sentent pas compétents, leurs réseaux sociaux, ils les connaissent pas, ils savent pas trop quoi dire. C'est pour ça que souvent, ils réagissent par la mise en place d'un contrôle parental où on va verrouiller ou par des interdits, mais qui vont pas vers l'autonomie de l'enfant. Donc nous, on développe plein de ressources. On a une centaine d'outils, je ne l'ai pas précisé, mais tout ce qu'on propose est gratuit. Donc on a imaginé en fait une fiche qui va permettre aux enfants, aux parents et aux enfants de regarder ensemble des contenus, de se questionner. On leur donne des pistes de discussion, on apporte aussi des réponses et des conseils concrets pour pouvoir aborder ces sujets en famille avec plein de pistes qu'ils peuvent ensuite tirer s'ils veulent prolonger leur connaissance et leur information sur la protection des données personnelles, sur la prévention du cyberharcèlement, sur savoir décrypter, repérer des fake news, enfin des sujets de sensibilisation, il y en a plein, mais ils ont déjà un premier kit où en 1 heure, ou par petites touches, 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, ils ont des outils pour pouvoir accompagner leurs enfants et en devenir d'être adolescents. Génial. T'as l'air d'avoir beaucoup de connaissances sur le sujet. Comment t'as atterri sur ce sujet-là de sensibilisation aux écrans, au contenu en ligne et aux réseaux sociaux auprès des jeunes? Écoute, moi, c'est vrai que je travaille autour de l'éducation numérique et de la jeunesse depuis plus de 20 ans. Et puis, à un moment donné, avant que je sois chez Tralalaire pour travailler sur ce programme Internet sans crainte, j'avais travaillé sur une offre d'ateliers et de formation à destination des professionnels de la jeunesse pour justement plutôt d'ailleurs communiquer une approche positive du numérique, tout ce qu'on pouvait faire autour de créatifs. C'est beaucoup pour accompagner les médiathèques, enfin j'ai envie de dire les bibliothèques qui devenaient des médiathèques, qui se retrouvaient à avoir des ordinateurs dans un espace de livres avec des professionnels qui, comme on le rencontre parfois avec des enseignants, où des parents ne sont pas forcément à l'aise avec le numérique et se retrouvent dans une posture de devoir faire de la médiation avec le numérique. Donc j'avais développé toute une offre de formation et d'accompagnement
sur ces sujets-là. Et puis, en rentrant chez Tralalaire il y a une dizaine d'années, où notre cœur d'action, c'est vraiment de développer des ressources, surtout pour l'éducation et la sensibilisation à et par le numérique. J'ai été amenée à creuser ces thématiques et puis on anime maintenant depuis 14 ans ce programme Internet sans crainte pour la Commission européenne et j'ai repris sa direction avec grand plaisir il y a 2 ans pour continuer à développer cette expertise et le développement d'outils pour aider les jeunes, les parents, leurs enseignants à aborder ce sujet sous un angle moins anxiogène, moins crispé comme on peut le voir parfois dans certains médias, alors que quand même le numérique c'est aussi beaucoup d'opportunités, mais c'est pas une zone de non-droit. Donc on a besoin d'avoir des connaissances pour l'utiliser de manière éclairée et responsable. Ouais, complètement. Et depuis 14 ans, c'est Tralalaire ou Internet sans crainte? Alors Tralalaire a 20 ans. On D'accord. est une vieille petite start-up. Alors on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On est une ESS. Et ça fait depuis 2008 que l'on opère pour la Commission européenne et le Safer Internet France, c'est-à-dire qu'on est aussi les organisateurs en France du Safer Internet Day et en février la journée mondiale pour un Internet plus sûr, et on opère ce programme dans lequel on produit surtout, puisque c'est notre savoir-faire initial de faire des ressources numériques, donc on s'appuie sur notre expertise en ingénierie pédagogique pour la mettre au service de cette mission de service public, pour faire de la sensibilisation des jeunes. Ah, génial. Et donc ça veut dire que dès 2008, vous aviez vu qu'il y avait déjà des comportements ou des problématiques qui pourraient émerger, qui sont amplifiées aujourd'hui, mais qui étaient déjà un peu là, quoi. Oui, on parlait déjà, Internet, c'était déjà bien démocratisé, avait déjà plus d'une dizaine d'années. 2007, le premier smartphone. Facebook était déjà là. Oui, il y avait des enjeux à prendre en main ces sujets et ça ne va faire que continuer. On parle aujourd'hui de métaverse. On va peut-être se retrouver complètement entouré de vivre dans des mondes virtuels. Ça aussi, ça questionne nos usages et puis la manière dont les enfants sont adaptés aussi à ce type d'environnement et accompagnés dans ces nouveaux environnements. Ouais, complètement. Ok, super. Est-ce qu'on pourrait ajouter des points de surveillance particuliers selon toi pour les adolescents? Donc tu m'as dit, il y a la généralisation du smartphone dans la vie, de l'autonomie, le fait, en fait, il y a les usages, quoi. J'ai tout le temps mon smartphone avec moi, qu'est-ce que j'en fais? Quand est-ce que j'apprends à le poser? Quand est-ce que j'apprends que je peux le prendre avec moi? Quelles sont les limites, etc. Il y a tout ce qui va se passer sur la vie sociale, comme tu disais, les réseaux sociaux, le fait que c'est un moment où, ça on le voyait aussi avec Christine Canard, mais où l'adolescent va avoir un grand besoin d'appartenance sociale et donc forcément avec les réseaux ça va être important. Il y a le harcèlement. En fait, il y a tellement de sujets. Il y a beaucoup de sujets, mais c'est vrai qu'il y a un sujet clé qui est aussi permet de mieux comprendre tout le reste. C'est-à-dire que nous, on dit les jeunes, mais nous aussi, on est quand même très utilisateurs de réseaux sociaux, en tout cas d'espaces sociaux que l'on utilise de manière gratuite sans forcément se questionner sur ce que l'on donne en retour. Donc de sensibiliser les jeunes et nous-mêmes à cette notion d'économie du numérique, d'économie de l'attention, de savoir qu'on utilise un service mais qu'en échange, on transmet des données, qu'est-ce qu'il est fait de ces données, donc de savoir qu'à travers le paramétrage, on a la main sur un certain nombre de choses, mais on a aussi des choses qui nous échappent. C'est une bonne éducation pour les jeunes, pour apprendre justement à équilibrer, à prendre le contrôle de leur vie numérique. Et ça, c'est un enjeu essentiel d'éducation sur lequel on ne focalise pas assez parce qu'on est beaucoup centré aussi sur les risques. C'est vrai que dans les médias, on entend beaucoup parler des risques, de la pornographie, du cyberharcèlement. C'est des choses qui existent, il faut en avoir conscience et savoir s'en protéger, mais il y a aussi de comprendre dans quel univers numérique on évolue pour le maîtriser et l'utiliser en bonne conscience en fait, tout en connaissant les tenants et les aboutissants. Ça, c'est être un citoyen numérique et c'est la meilleure manière d'accompagner les jeunes dans leur autonomie. Oui, complètement. Puis ça, comme tu disais tout à l'heure, ça détache du côté très prévention, très alerte, quels sont les problèmes à éviter. Et puis je pense que ça peut évidemment braquer un adolescent. Et moi aussi, ça me braque en tant que personne si on me dit que les effets négatifs, alors que j'en retire du bien objectivement, même si j'en retire aussi des effets néfastes. Donc voir ça plutôt comme une sorte
d'esprit critique numérique et d'hygiène de vie. Enfin, on a des bons et des mauvais côtés. Apprendre à gérer avec et à nous avoir la main mise sur certains paramètres. Et ouais, donc j'adhère complètement à cette vision d'Internet sans crainte. C'est un peu ce que j'essaye aussi de promouvoir par le podcast et par le compte Instagram, puisque effectivement, moi, dans la vie, je suis designer, par exemple, je design des interfaces, donc je peux pas non plus dire qu'il y a rien à retirer des services numériques. Par contre, je le fais en faisant attention de ne pas mettre des dark patterns, par exemple. Donc, il y a toujours des aspects positifs, des aspects négatifs. Effectivement, c'est très important en tant qu'adolescent de partir avec les bons outils, avec les bonnes connaissances pour se frayer un chemin là-dedans et pas se laisser complètement assaillir par tous les effets négatifs, toutes les manipulations des GAFAM, toutes les publicités, toutes ces choses qui pourraient gâcher une expérience positive en fait des réseaux. Et c'est d'ailleurs aussi ce qu'on dit avec Christine Canard, c'est qu'il y a des choses très importantes pour les adolescents. C'est quand même un espace privilégié pour explorer son identité, par exemple. Des choses qui peuvent être compliquées parfois dans la cour de récré ou voilà. Donc Exactement. c'est parfait. Et comme tu le disais, c'est effectivement aussi un levier intéressant pour pouvoir lancer la discussion avec ses enfants, plutôt que l'aborder sous l'angle des risques, des mauvaises rencontres, du t'es trop sur tes écrans et tu t'abrutis. C'est vrai que les parents doivent avoir en tête que s'ils sont dans une approche où ils jugent les comportements de leurs enfants parce qu'ils les estiment soit pas qualitatifs, soit c'est de la perte de temps, mais parce qu'ils savent pas aussi ce qu'ils en font, c'est pas une bonne approche éducative. Alors que l'aborder aussi sur un angle de société, sur partager les choses qu'on a vues. Moi, tiens, j'ai vu telle vidéo YouTube, j'ai vu passer telle info sur un réseau social. Ça, c'est un point qui les rassemble parce que parents et enfants, on a des pratiques sur les réseaux sociaux, même si ce sont des réseaux différents. Donc, plutôt aller chercher comme ça des sujets de discussion partagés qui vont être une bonne base pour pouvoir dire « Ah ben tiens, mais est-ce que tu savais que… voilà, si tu poses des choses sous ta véritable identité, ensuite on va te retrouver aussi plus facilement et c'est plus difficile de dissocier l'image que tu auras publiée de ton nom. T'as déjà pensé, toi, à mettre un pseudo? Tu utilises un pseudo, toi, sur tes réseaux sociaux? Ah ben oui, ah ben non. Voilà, être plutôt dans cet échange et c'est avec cette base-là qu'on va pouvoir plus facilement arriver sur les messages de prévention qu'on voudrait faire passer. Bon voilà, on n'a plus qu'à dire aux parents qui sont d'accord avec cet état d'esprit et qui veulent aborder ça de cette manière-là avec les adolescents, d'aller voir le kit famille du coup et de se familiariser avec ces questions si eux-mêmes ont potentiellement des choses à apprendre. Puis d'ailleurs, je trouve que c'est un des avantages aussi, c'est que en communiquant avec son adolescent, donc évidemment on fait la prévention pour son adolescent, mais on n'est pas, même les parents ne sont pas toujours très informés de tout ce qui se passe et peuvent en retirer autant de choses. Et d'ailleurs, je trouve que quand on challenge son adolescent, ça peut être intéressant de se challenger soi-même et d'avoir un esprit critique sur son propre usage. Si on dit aux adolescents de ne pas passer trop de temps à scroller sur Instagram, ça peut être intéressant d'analyser son scroll sur LinkedIn peut-être. C'est la posture qu'on a choisie dans nos outils pour accompagner les familles. On dit bien accompagner les familles parce que on pense qu'on n'est pas justement dans cette relation uniquement le parent qui va éduquer l'enfant sur le sujet et on n'est pas non plus dans l'inverse un peu fantasmé de c'est l'enfant qui sait tout sur le numérique et qui doit éduquer son parent. Non, on pense que le parent peut vraiment reprendre sa vraie position de parent éducateur, mais qu'on a tous à se questionner sur nos usages, sur nos rapports aux écrans, on est tous aussi un peu dépendants. Quand il faut lâcher son téléphone à table, c'est peut-être plus le parent qui va être en difficulté que l'enfant. Donc dans les outils qu'on propose, on invite plutôt à un bilan commun, à se questionner. Et on a notamment développé un outil qui s'appelle faminum.com, qui est une plateforme en ligne pour aider justement les familles à mettre en place leurs bonnes pratiques numériques à la maison. Et on a pu faire des expérimentations auprès d'une centaine de familles parce qu'on construit les outils comme ça. On fait beaucoup d'itérations pour s'assurer qu'on a des outils qui correspondent aux besoins. Et dans les retours qu'on a eus, ce qui était très intéressant, c'est que les parents, ça les aidait à prendre du recul sur leurs propres pratiques et se dire j'arrive à trouver du coup la bonne posture vis-à-vis de mon enfant parce que je me rends compte que moi aussi, il faut que je balaye un peu devant ma porte ou que mon message éducatif, il passera mieux aussi si je montre l'exemple. Chacun y tire en fait sa conclusion,
mais ça permet de construire effectivement un cercle vertueux. Et je pense que les parents peuvent avoir là une approche assez intéressante, éducative, une posture un peu nouvelle, éducative avec leurs enfants autour du numérique, où en fait on se coéduque, on se re-questionne ensemble et tout en gardant effectivement sa posture de parent, où parfois on peut décider de fixer un interdit ou de fixer une règle qui est différente parce qu'on est parent. Bah oui, peut-être que les enfants n'ont pas le droit de prendre leur téléphone dans leur chambre, mais les parents oui, mais ils sont parents. Et voilà, ils sont en mesure de pouvoir prendre des décisions où les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Même un adolescent qui écouterait ce podcast pourrait avoir envie de challenger toute sa famille du coup et d'en faire un événement familial avec un compte-rendu, parce que je pense que c'est aussi plus évident pour un adolescent d'en faire un événement ou quelque chose de collectif que d'essayer tout seul dans son coin de gérer son rapport aux écrans. Donc, Oui, et puis il y a plein d'activités numériques sympas à partager en famille. On peut se faire une petite séance de photos avec des filtres rigolos. On peut se jouer aux jeux vidéo ensemble aussi. C'est quand même pas mal pour se rassembler par enfant. Chaque semaine, se faire découvrir la vidéo rigolote qu'on a trouvée chacun de son côté. Enfin, il y a certainement des choses à trouver pour en faire un sujet de discussion. Et pas que ce soit un sujet de tension, parce que malheureusement aujourd'hui, les écrans deviennent surtout un sujet de tension dans les familles. Donc la tension, forcément, ça divise et c'est pas propice à l'échange et à la transmission de bonnes pratiques, parce que c'est quand même aussi ça qu'on veut faire passer. Ouais, complètement. Ça c'est hyper fort, je trouve. Effectivement, que ce soit... Enfin, c'est assez flagrant que c'est un sujet de tension, alors que je trouve ça hyper positif la manière dont tu ramènes ça comme quelque chose qui se partage, comme un moment où on peut échanger, apprendre les uns sur les autres et co-construire des choses. L'utilité d'avoir un kit famille pour moi toute seule, mais j'ai presque envie de le faire quand même, quoi. Non, c'est très bien. Des choses et des conseils que tu... Ah oui, non, mais voilà, je pense que je vais aller l'explorer quand même, c'est clair. C'est clair, mais... Ouais. Explique un peu le dessous des réseaux sociaux de manière ludique qui peuvent vraiment plaire à tout le monde et pas qu'aux enfants. Et qui amène à se questionner chacun sur des usages qu'on a tous les jours, mais on ne s'intéresse pas forcément à l'envers du décor. Des fois, prendre juste un petit peu de recul et se dire « Ah oui. » J'aime bien finir justement par un challenge concret, en général en rapport avec mes épisodes. Et est-ce que tu aurais comme ça un challenge à proposer qui pourrait être fait à la sortie de l'épisode de ce podcast ? Ce qui peut être sympa, qui peut être un truc un peu amusant en famille qu'on propose souvent, c'est pouvoir justement se lancer des petits défis entre parents et enfants, et puis de voir à la fin de la semaine qui a réussi en fait à relever les défis. Donc voilà, pas de portable à table, par exemple, pas d'écran, ou pas d'écran pendant les repas, où j'arrive à passer 2 heures d'affilée sans regarder mon écran, ou se lancer le défi de qui c'est qui va passer le moins de temps devant les écrans cette semaine, et puis à la fin de la semaine on regarde sur son smartphone par exemple son temps d'écran, et peut-être qu'on va être surpris que c'est pas celui auquel on pensait qui va avoir passé le plus, mais d'en faire en fait un sujet de défis amusants qui vont un peu dédramatiser le sujet, et ça peut être une bonne manière d'en faire un sujet de discussion en fait. Bon super, le challenge c'est de se challenger en famille alors. Merci beaucoup Axel. Merci à toi Lorraine. Merci d'avoir écouté cet épisode, cette deuxième partie sur l'hyperconnexion et l'impact sur les adolescents. J'espère que cette thématique vous aura intéressé, que vous aurez pu y trouver des clés, des réponses, et que ça vous aura éclairé sur cette thématique qui est vraiment très intéressante et très importante surtout. Que vous soyez parents, juste curieux, adolescents ou jeunes adultes, il y a beaucoup à retirer de ces épisodes qui sont à la fois éclairants sur le développement de l'adolescent d'une manière générale, sur l'éducation en tant que parent, et qui vont vraiment nous faire comprendre ces problématiques d'hyperconnexion. J'espère que ces échanges auront su répondre à ces interrogations et que vous en aurez retiré de quoi nourrir vos réflexions et de quoi échanger avec vos adolescents en famille et de quoi créer des défis stimulants et intéressants. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 1 sur les adolescents, sur les impacts, je vous invite fortement à aller l'écouter. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le faire savoir en le likant sur votre plateforme d'écoute préférée. Et c'est officiel, je serai présente au Facette Festival pour sa première édition.
Facette Festival, c'est un festival pour la santé mentale des jeunes et je co-animerai un atelier intitulé Moi et les réseaux, donc sur la santé mentale et l'hyperconnexion. Ça a lieu le 15 et 7 octobre aux Amarres, à Paris. Et c'est totalement gratuit. J'espère vous y croiser. Sinon, n'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Instagram et si tu posais ton tel. Je vous laisse donc avec le challenge proposé par Axel Dessin, qui est donc de créer des défis en famille, des défis sur lesquels vous pouvez tous participer et d'en faire un moment ludique, comme par exemple lancer le défi de qui aura le moins de temps d'écran à la fin de la semaine et le faire vraiment en famille, tout le monde participe et vous aussi tenez-vous à ce défi si vous êtes parent. Donc ça peut être vraiment un super challenge à réaliser en famille et si vous n'avez pas d'adolescent, faites-le entre amis, ça peut être vraiment très très intéressant aussi. Merci pour votre écoute, à la prochaine et bonne déconnexion.